Mesdames, Messieurs, l'Afrique telle que vous la connaissez aujourd'hui a eu des pères, c'est-à-dire des personnes qui un jour se sont levées pour lutter pour l'Afrique, des personnes qui un jour se sont levées pour une seule voix, des personnes qui ont combattu pour la libération de l'Afrique. Et parmi ces personnes, nous en connaissons plusieurs, mais aujourd'hui nous parlerons précisément d'Amilcar Cabral. Alors qui est-il? D'où vient-il? Et comment réussit-il jusqu'à présent à impacter ce continent dans lequel nous nous trouvons? Visage d'Afrique avec vous, c'est dans quelques instants. Le grand combattant Amilcar Cabral. Cet homme-là, il a donné sa vie pour libérer l'Afrique. Comme vous le savez, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mozambique, Sao Tomé Principe et Guinée-Bissau. Tout ça, il s'est battu, fusil à la main, jusqu'à la mort. Nous, combattants de la liberté, nous ne pleurons pas la mort d'un homme, même d'un homme qui a été un compagnon de lutte et un révolutionnaire exemplaire, car comme dit souvent le président Ahmed Sékou Touré, qu'est-ce que l'homme devant le devenir infini et transgressant du peuple et de l'humanité? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Visage d'Afrique. Nous vous l'annoncions tout à l'heure pour ce programme. Nous sommes accompagnés de Dr David Eboutou. David Eboutou, docteur en histoire des relations internationales, obtenu à l'université de Yaoundé 1. Vous êtes un spécialiste du panafricanisme et de l'intégration africaine. Vous avez de nombreuses casquettes, parmi lesquelles conférencier, auteur de plusieurs ouvrages et par ailleurs consultant pour de nombreux médias dans plusieurs pays en Afrique. Bienvenue à vous. Madame, je me sens privilégié d'être parmi vous ce soir pour partager avec vous mon expérience, mes discussions, mes travaux sur un certain nombre de questions relatives au panafricanisme, dont j'en profite pour saluer fraternellement et panafricainement toute la communauté des téléspectateurs de votre média qui tournent et qui montent davantage. Tout le plaisir est dans le mien et merci de me recevoir une fois de plus. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Nous parlons tout à l'heure de lui, nous parlons d'Amilcar Cabral. Et l'Afrique, au moment des indépendances, a connu plusieurs figures de proue, parmi lesquelles Amilcar Cabral. Et aujourd'hui, nous nous posons des questions. Qui est-il réellement? Quel impact a-t-il? Et que représente-t-il exactement pour la population bissau-guinéenne et même capverdienne? Alors, Amilcar Cabral est la figure qui incarne le mieux l'histoire du panafricanisme dans la mémoire collective africaine en ce qui concerne le bloc colonial portugais. Il faudrait peut-être que je reprenne pour ceux qui nous écoutent parce que cela a une grande portée. Je l'ai dit, Amilcar Cabral est la figure qui incarne le mieux l'histoire du panafricanisme et même du nationalisme dans le bloc colonial portugais. Lorsque nous parlons du bloc colonial portugais en Afrique, il faudrait penser au Mozambique, à l'Angola, à Sao Tomé Principe, à la Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Et donc la figure qui émerge dans les luttes indépendantistes, dans des luttes nationalistes, autonomistes et panafricanistes, c'est bel et bien la figure d'Amilcar Cabral. Amilcar Cabral est considéré comme ce panafricaniste révolutionnaire pour la simple raison qu'il a su allier la question théorique à la question pratique. C'était un ingénieur agronome de formation qui avait tout pour ne pas s'entacher de quelques luttes indépendantistes parce qu'il était considéré de la classe des assimilados, c'est-à-dire une classe privilégiée, les assimilés, cette classe intermédiaire entre le pouvoir colonial qui travaillait avec eux, c'est-à-dire la classe bourgeoise, et était presque considérés, notamment ses parents, comme des collaborateurs directs du pouvoir colonial portugais en Guinée-Bissau. Mais Amilcar Cabral, au-delà du fait qu'il bénéficiait de ce statut d'assimilados, donc d'assimilé, a plutôt capitalisé cette fonction, ce statut-là,
pour mener des luttes indépendantistes. Quand je parle de capitaliser cette fonction-là, c'est qu'à un moment, le statut d'assimilé va lui permettre de renforcer ses connaissances en agronomie, parce qu'il était ingénieur en agronomie, et va donc bénéficier pour cela d'une bourse qui va le conduire au Portugal dans le sens, pensaient les autorités portugaises de l'époque. Ces autorités pensaient qu'en l'envoyant au Portugal, certainement il leur serait redevable par cette posture-là, et quand il rentrerait, il viendrait certainement être un assimilé radical, c'est-à-dire travailler pour mater ses frères indigènes et renforcer sa position auprès du pouvoir colonial portugais. Malheureusement, malheureusement pour les Portugais, quand Amilcar Cabral rentre, il capitalise ses connaissances dans le domaine de l'agronomie pour se rapprocher des indigènes, c'est-à-dire de ses frères et sœurs, et pour leur inculquer justement le sens de la lutte nationaliste à partir de ce qu'il savait faire. Donc, Amilcar Cabral, c'est donc, comme je l'ai rappelé, quelqu'un qui, au-delà des questions théoriques qu'il a su justement implémenter, est allé au contact même des populations bissau-guinéennes et capverdiennes dans le sens de les amener à s'impliquer dans la lutte de l'autonomisation de la Guinée-Bissau et même du Cap-Vert. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que naturellement, il était prédestiné à être panafricaniste. Naturellement, parce qu'il était originaire de deux pays. Du Cap-Vert, de par son père, et de la Guinée-Bissau, de par sa mère. Son père, instituteur originaire du Cap-Vert, avait été affecté par le pouvoir colonial portugais pour venir travailler en Guinée-Bissau. Et c'est de la Guinée-Bissau qu'il a presque mené la plupart de sa formation avant de se retrouver bénéficiaire d'une bourse au niveau du Portugal et de revenir en 1952. Donc, Amilcar Cabral, c'est donc cette figure qui, s'il fallait la résumer en une phrase, cette figure dissidente, iconoclaste, révolutionnaire du panafricanisme qui n'a pas voulu s'enticher des privilèges dus à son statut d'assimilé, mais qui a voulu capitaliser justement ce statut-là pour amener son peuple à partir de son exercice d'ingénieur agronome pour que ceux-ci comprennent effectivement qu'on pouvait bénéficier d'une fonction et aller travailler au service de son peuple. Et je sors par là en rappelant qu'on verra plus loin certainement que le fait qu'il soit un ingénieur agronome va au moins l'aider à deux niveaux. D'abord, parce que être un ingénieur agronome amène le fonctionnaire de ce secteur-là à se rapprocher de ces populations. Parce que l'agronomie, c'est être au contact du foncier et donc de la terre. Et donc, Amilcar Cabral fut obligé d'aller au profond, aux profondeurs même de la Guinée-Bissau pour aller travailler avec des populations et leur expliquer un certain nombre d'enjeux concernant l'agronomie. Et l'autre secteur, c'est que cela l'aura aidé à amener ces derniers à comprendre qu'à partir de l'enjeu foncier, de l'enjeu agronomique, on pouvait justement mobiliser ces questions-là pour résoudre les problématiques essentielles qui se posaient en termes de famine en Guinée-Bissau. Parce qu'il faut rappeler que dans les années 1940, il y a eu une grande famine qui a frappé un pays comme le Cap-Vert, et on parle quand même de 20% de la population qui a été décimée. Et donc, l'agronome Amilcar Cabral était donc bien placé pour répondre à partir des outils techniques à des questions spécifiques qui concernaient la conjoncture économique de son temps. Et on verra par la suite qu'il a su transformer ce côté-là en apprivoisant cette connaissance-là pour en faire justement un moyen de lutte du panafricanisme, de l'indépendantisme et même de l'autonomisme. D'ingénieur à homme politique anticolonialiste, comment se fait cette transition? Alors, la transition est toute simple. Comme je le rappelais tantôt, elle est déjà naturelle en ceci que les deux pays, que ce soit la Guinée-Bissau, que ce soit le Cap-Vert, connaissent quand même une conjoncture économique particulière. C'est des pays qui connaissent des famines, qui connaissent une insécurité alimentaire. Et donc, qui mieux qu'un ingénieur agronome qui sait mobiliser un certain nombre de nouvelles techniques pour contribuer justement à faciliter le travail des agriculteurs, des paysans dans cette partie du monde-là, pour que ceux-ci sachent justement rentabiliser leur effort au quotidien. Et
c'est fort de cette sympathie, du fait de ce travail qu'il faisait au quotidien avec ces populations-là, qu'effectivement, il va se découvrir une nouvelle passion, à savoir qu'il pouvait partir de l'agronomie, des problèmes au quotidien, des problèmes conjoncturels d'un point de vue économique posés par son peuple, pour justement créer la bascule au plan politique. Parce que, au demeurant, et lui-même va le dire quelque part, il savait très bien que la question qui se posait, en réalité, était liée au mauvais système d'exploitation qui était pratiqué par le pouvoir colonial portugais sur son peuple. Et donc, le fait de se mettre à combattre le système d'exploitation mené par les Portugais, et donc le système colonial portugais, cela, justement, allait l'amener à amener ses concitoyens, les peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, à prendre conscience de ce que, pour sortir de la situation de précarisation qui était presque entretenue, il leur fallait passer du stade primaire, de l'économie primaire, à un stade de l'engagement politique qui pourrait justement les autodéterminer. Et c'est cela qui va fonder en réalité le sens de la lutte, le sens de l'engagement d'Amilcar Cabral pour passer de l'ingénieur agronome à l'activiste panafricaniste, au militant panafricaniste que l'on a connu. Cabral s'est sacrifié. Cabral savait que sa vie était en danger. Les services secrets portugais et occidentaux ont toujours voulu abattre Cabral. Donc Cabral, malgré tout ça, est allé jusqu'au bout. Ingénieur agronome, s'il était vivant, le Cap-Vert, le Mozambique, l'Angola, aujourd'hui, seraient des pays qui se seraient développés. Mais seulement quelques années plus tard, il va se retrouver en asile du côté de l'Angola. Comment parvient-il à retourner du côté de la Guinée pour gagner justement du terrain face aux colons qui sont en ce moment-là? Alors, il se passe que dès le retour d'Amilcar Cabral du Portugal, à la faveur d'une bourse qu'il a obtenue, il a eu des propositions du côté du Portugal, où effectivement il lui était proposé des postes d'ingénieur de ce côté, mais il a voulu travailler pour son peuple. Et donc, une fois retourné en Guinée-Bissau, en 1951-52, il va travailler aux côtés de son peuple. Et comme je l'expliquais tantôt, il va se rendre rapidement compte qu'il fallait absolument créer une bascule dans le champ politique, parce qu'il comprenait très bien qu'il y avait un lien étroit avec le système d'exploitation qui était dirigé et mené et conservé des mains de maître par les autorités portugaises. Et de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc engager un certain nombre d'actions pour essayer d'aller dans le sens justement de créer une dynamique, un mouvement, une organisation qui devrait porter toute sa vision qu'il avait donc pour son peuple. Malheureusement, cela sera mal perçu par les autorités coloniales portugaises qui vont donc l'expulser en Angola. Et il va se retrouver en Angola entre 53 et 54, et c'est en début des années 56, finalement, qu'il est autorisé à revenir en Guinée-Bissau. Et c'est d'ailleurs en Guinée-Bissau, quand il retourne, qu'il décide, au centre-ville, alors qu'il est en compagnie de son frère Luis Cabral et de quelques amis, de mettre sur pied ce qui va finalement devenir en 1960, donc quelques années plus tard, 4 ans plus tard, le PAIGC, c'est-à-dire le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, mais qui était d'abord en 1956, c'est-à-dire le 19 septembre 1956, on parlait de PAI, c'est-à-dire le Parti africain de l'indépendance. Donc voilà un peu les conditions qui l'ont non seulement amené en Angola, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant son exil en Angola, il a su faire de ce rapatriement ou alors de cet exil quelque chose qui va être capitalisé plus tard, parce que c'est pendant cet exil en Angola qu'il va rencontrer un certain nombre de leaders nationalistes de ce côté qui vont travailler avec lui et l'amener à comprendre que la libération ou alors le sens même de l'engagement autonomiste et indépendantiste de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert ne pouvait se faire que dans un cadre macro. C'est-à-dire que s'il fallait parler de la libération du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau sans intégrer la libération du Mozambique, la libération de Sao Tomé et Principe ou de l'Angola, cela ne représenterait pas grand-chose. Et donc, il fallait en fait travailler dans le sens de la globalité. Et c'est
à partir de là qu'il va créer des contacts avec des partis comme le MPLA, le Fremo et autres partis mouvements nationalistes qui, sous la domination de Salazar, du Portugal, vont justement créer un front pour combattre justement la politique de M. Salazar qui travailler à ce que ces mouvements nationalistes-là disparaissent. Donc, voilà comment il a réussi à capitaliser justement son passage en Angola. Donc, rentré donc de cet exil-là en 1956, comme je rappelais, il crée donc le PAI qui va devenir le PAIJC et la suite de l'histoire, on connaît, à savoir que c'est grâce justement à cette formation politique-là que la Guinée-Bissau et par la suite le Cap-Vert vont se retrouver sur le chemin d'une idéologie forte qui sera mûrie à partir des combats de terrain menés par Amilcar Cabral. Après presque 7 années de lutte armée, ayant libéré plus de 2 tiers de notre territoire national, un État se développe chez nous, dans ces régions libérées. Nous avons une organisation politique qui est notre parti. Nous développons chaque jour davantage notre organisation administrative avec tous les services et nous développons peu à peu notre économie. Cela veut dire que notre situation est celle d'un État indépendant dont une partie du territoire national est encore occupée par des forces étrangères, particulièrement les centres urbains et certaines régions du pays. Et cette puissance administrante est devenue un terroriste qui bombarde les populations civiles de notre pays avec des bombes au napalm, au phosphore blanc et d'autres bombes, n'est-ce pas, qui fait des raids ou des attaques avec des hélicoptères pour tuer les enfants, des femmes, des vieillards dans les régions libérées, qui brûle nos cultures, nos récoltes, surtout le riz, pour nous réduire à la famine, mais qui doit se reconnaître impuissant de arrêter la marche de notre lutte libératrice. Les stratégies justement qui ont été mises sur pied par Amilcar Cabral de son retour en exil du côté bien sûr de la Guinée-Bissau. Et peut poursuivre, Amilcar Cabral confirme dans l'un de ses propos concernant notamment l'organisation de la vie politico-administrative du territoire guinéen conquis que la lutte de la libération n'est pas qu'un fait culturel, elle est également un facteur culturel. Que voulait-il laisser comprendre par là? Amilcar Cabral a mis au cœur de sa pensée politique la question culturelle. Il faut peut-être rappeler à l'attention de la communauté de vos téléspectateurs que Amilcar Cabral, tout le long de sa trajectoire initiatique, la trajectoire politique et panafricaniste, a été longuement influencé par les écrits de Marcus Garvey. Il a été longuement inspiré par les écrits de Frantz Fanon, notamment dans le lien qu'il y a avec la libération psychologique et les mouvements nationalistes. Et c'est à partir de là qu'Amilcar Cabral a pensé que la réelle lutte, ou alors le meilleur moyen de lutter et de quitter l'emprise colonialiste, était justement de convoquer notre histoire. Convoquer notre histoire au sens où, effectivement, il ne fallait pas se détourner de ces réalités. Et Amilcar Cabral pensait que ceux qui portaient notre réelle histoire, ceux qui portent notre réelle histoire, ceux qui sont à même d'opposer une réelle volonté de schisme avec l'autorité coloniale, étaient des paysans, étaient des indigènes qui se retrouvaient en périphérie parce que c'est eux qui portaient encore en eux les germes d'une réelle histoire, de notre réelle histoire. Il pensait que ce qu'il va appeler plus tard le suicide, parce qu'il a fait une théorie sur ce qu'il va appeler le suicide des classes. En réalité, pour lui, c'était une manière d'appeler ceux qui étaient assimilés comme lui à aller puiser la véritable histoire auprès des assimilés, auprès
pas auprès des assimilés, je veux dire auprès des paysans, auprès des couches défavorisées qui, eux, portaient encore la véritable gêne de l'histoire. Et c'est à partir de là qu'il pensait et forgeait son idéologie sur une âme historique qui devrait se forger, qui devrait être postulée par des paysans, par des agriculteurs, par des gens qui vivent en périphérie, parce que c'est eux qui étaient à même d'opposer une véritable résistance à l'autorité coloniale portugaise. Gouvernement des pays non alignés en 1964. Amical Cabral déclare, je cite, « Pour notre part, nous sommes conscients que la complexité de notre lutte ne se limite pas à la seule élimination du colonial. Que nous le voulions ou non, nous luttons contre l'impérialisme qui est la base du colonialisme sous toutes ses formes. » Alors comment comprendre cette grande assertion? Alors, il résumait cela par ce qu'il appelait lui-même le fait de l'exploitation coloniale. Effectivement, tout le sens de la lutte d'Amilcar Cabral était orienté ou alors dirigé contre le système d'exploitation coloniale. Et il dit plus loin, pour compléter votre formule, votre citation, il dit plus loin que notre combat ne se limite pas à se battre pour mériter un drapeau ou un hymne. Notre combat est orienté contre le système d'exploitation coloniale. Ce système d'exploitation coloniale qui est essentiellement mené par les Européens, par les impérialistes, par les hommes de couleur blanche, mais attention, ce système d'exploitation est également mené par des hommes de couleur noire. Et de ce fait-là, nous sommes contraints de lutter contre le système d'exploitation impérialiste pour nous donner une nouvelle dignité. Voilà en réalité le sens de la lutte d'Amilcar Cabral et je crois que cela complète en réalité votre sortie, votre propos, pour dire que Amilcar Cabral, dans le fond, son combat visait à rendre la dignité au peuple de Guinée-Bissau et du Cap-Vert dans le sens justement de faire de ces deux pays-là la propriété ou alors quelque chose qui revient de façon totale à ces peuples-là qui étaient originaires de ces deux parties-là. Et d'ailleurs, plus loin, il rappelait que l'un comme l'autre, c'est-à-dire l'une partie comme l'autre, la Guinée-Bissau ou le Cap-Vert, ne sauraient aller de façon séparée. Parce que pour lui, il prônait le binationalisme. Peut-être parce qu'il était originaire des deux pays, mais Amilcar Cabral n'a jamais vraiment voulu que chaque pays aille de façon indépendante. Il aura voulu, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'il n'aura pas finalement vu, parce qu'il décède quand il décède le 20 janvier 73, l'indépendance intervient plus tard, en septembre 73, donc il n'aura pas eu le temps de voir qu'en réalité, la Guinée-Bissau va prononcer son indépendance et le Cap-Vert va suivre plus tard en 1975. Or, il aura voulu que le sens de son combat soit l'aboutissement d'une indépendance prononcée de façon commune entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Oui, l'indépendance, pourquoi faire? Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes, pour être des hommes africains, avec tout ce qui nous caractérise, mais en marche pour une vie meilleure et qui puisse nous identifier chaque jour davantage avec les autres hommes dans le monde. Salazar disait que l'Afrique n'existe pas sans les Européens. C'est une exagération et les Français sont bien placés pour le savoir. Nous considérons que notre indépendance nous permettra de développer notre propre culture, de nous développer nous-mêmes et de développer nos pays en délivrant nos peuples de la misère, des souffrances, de l'ignorance, parce que vous savez quel est l'état où nous nous trouvons après 5 siècles de présence portugaise chez nous. Nous voulons l'indépendance, pas parce que nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain, tout en ayant des rapports avec les autres peuples.
nous voulons l'indépendance pour faire chez nous tout ce que les autres ont fait chez eux et pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par des étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par les Africains eux-mêmes. Parce que nous ne faisons pas une liaison entre la couleur de la peau et la capacité d'exploiter les gens. Colonialiste africain, il est assassiné par ses pairs sous l'impulsion des services secrets portugais, un acte assez récurrent lors de cette lutte anticolonialiste. Oui, il faut peut-être rappeler ici que en 1972, alors qu'il est en exil en Guinée-Conakry, il prononce un discours lors des obsèques de Kwame Nkrumah. Parce que c'était aussi un grand admirateur de Kwame Nkrumah. Parce qu'il faut rappeler que lorsque Amilcar Cabral rentre dans cette lutte panafricaniste, il a pour admirateur, pour principaux administrateurs, des personnes qu'il admire énormément, il y a Kwame Nkrumah, parce qu'il suit l'actualité de Kwame Nkrumah dans la Gold Coast qui va devenir le Ghana dans les années 56-57. Il suit également l'actualité de Guinée-Conakry avec Sékou Touré qui oppose une résistance farouche aux Français et il prend ces derniers pour véritable modèle. Donc je voulais donc dire qu'en 72, alors qu'il se retrouve aux obsèques de Kwame Nkrumah, il va quand même prononcer un discours qui va sembler être un discours prophétique. Parce que c'est un an après qu'il va recevoir une balle devant le chez lui, toujours en Guinée-Conakry. Il va dénoncer ce que lui-même a appelé le cancer de la traîtrise. Le cancer de la traîtrise. Il va parler de la traîtrise comme étant un véritable cancer qu'il fallait absolument combattre dans les rangs des mouvements et des organisations africaines. Et cela va lui arriver plus tard parce que, comme vous le savez, le 20 janvier 1973, alors qu'il est devant le chez lui, son organisation, son parti politique, le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui a été infiltré par la PID, c'est-à-dire la police politique coloniale portugaise, qui avait réussi à infiltrer à partir de quelques proches de Amilcar Cabral son mouvement politique. Ce sont ces derniers qui vont tirer à boulet portant. C'est-à-dire que sur M. Amilcar Cabral qui va s'écrouler sous le coup de ces balles-là. Donc, pour dire que, effectivement, c'était un visionnaire qui avait un regard presque prophétique et qui avait eu à prononcer un certain nombre de discours, qui avait eu à assumer un certain nombre de propos qui vont malheureusement s'appliquer sur lui-même. Voilà quelqu'un qui hâte à appeler les Africains à combattre la traîtrise. Il a désigné cela par le cancer de la traîtrise et finalement, il sera lui-même trahi par ses fidèles combattants qui vont s'allier avec la force coloniale et qui vont lui arracher la vie le 20 janvier 1973. Et donc aujourd'hui, quel héritage les peuples africains devraient garder de cet grand homme justement qui a eu à avoir un réel impact dans l'histoire de l'Afrique? D'abord la figure de l'engagement. Vous savez, aujourd'hui on a souvent l'impression que pour retirer quelqu'un du sens initial de la lutte ou de l'engagement, il faudrait peut-être lui donner quelques prébendes. C'est d'ailleurs pour cela que vous verrez que les systèmes administratifs et étatiques qui nous gouvernent cooptent pour la plupart des individus qui auraient pu utiliser des moyens cognitifs pour travailler pour le peuple, mais une fois qu'ils sont happés, captés par nos pouvoirs administratifs, nos pouvoirs étatiques, ils préfèrent travailler à défendre leurs petits intérêts, leurs strapontins. Et Amilcar Cabral avait tout pour mériter de ces strapontins-là. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai rappelé, il venait d'un système bourgeois. Il faisait partie des assimilados, les assimilés, qui travaillaient justement avec le pouvoir colonial portugais. Il a bénéficié des bourses qui étaient données par le pouvoir colonial portugais. Mais il n'a pas voulu justement s'enticher de ces bourses-là, s'enticher de ces privilèges naturels-là pour mener une vie égocentrique et égoïste. Il a décidé justement de combattre cette posture-là pour aller travailler avec les couches défavorisées, pour aller travailler avec des paysans dans ce que lui-même a appelé le suicide racial, le suicide de classe. Il théorise quelque part ce qu'il appelle le suicide de classe, où il explique
qu'on n'est pas nécessairement condamné à être bourgeois parce que vos parents se sont retrouvés dans la classe des assimilés. Il faudrait à un moment mettre les intérêts du peuple en avant et aller travailler pour ce peuple-là. Donc, il y a là un symbole d'engagement total pour quelqu'un qui peut abandonner des moyens sociaux, des privilèges qu'il jouit naturellement pour aller travailler avec une masse prolétaire dans le sens de libérer ceci. L'autre leçon, de mon point de vue, c'est le pragmatisme révolutionnaire d'Amilcar Cabral. Il faut peut-être rappeler que Amilcar Cabral ne fut pas seulement théoricien, il n'a pas seulement écrit des livres, il n'a pas seulement discouru, il ne s'est pas simplement retrouvé à donner des conférences à gauche et à droite, mais c'est quelqu'un qui est rentré mener le combat de terrain. Mais alors, quel combat de terrain? Un combat de terrain qui, à un moment, a basculé vers la lutte armée. Parce qu'il faut bien rappeler qu'en 1959, il y a un événement qui va presque traumatiser Amilcar Cabral. Il y a ce qu'on a appelé dans l'histoire de la Guinée-Bissau le massacre de Pijigouiti. Le massacre de Pijigouiti met en avant ces dockers qui revendiquaient un meilleur exercice de leurs conditions de travail et qui se sont vus abattre par les forces coloniales portugaises, arrosées de balles. Et sur le champ, on parle d'une 50aine de morts et d'une centaine de blessés au port de Bissau. Cela a presque traumatisé Amilcar Cabral, qui a décidé, dès 1959, de faire basculer la lutte en lutte armée. C'est-à-dire qu'une lutte qui était jusque-là théorique, qui était une lutte de travail, de terrain, de pédagogie, de sensibilisation, a basculé à partir de cet événement de Pijigouiti. Et qu'est-ce qu'on va voir? L'histoire nous renseigne qu'Amilcar Cabral lui-même descendait sur le terrain pour recruter ses propres combattants. Ce qui fait que entre 59 et 63, Amilcar Cabral comptait au sein de la branche armée du PAJC 6000 combattants. 6000 combattants au point où, quand nous arrivons en 1972, on vous dit qu'Amilcar Cabral avait organisé une théorie centrifuge qui faisait que les combattants qu'il avait recrutés étaient à même d'aller attaquer des forces coloniales qui étaient pourtant supérieurement élevées avec... ils avaient le matériel technologique et ceux-ci ont pu renverser la donne simplement parce qu'ils avaient créé et mis sur pied un réseau de renseignement, de recrutement et de ravitaillement qui faisait que les forces colonialistes portugaises ont été débordées. Et donc, il faut être Amilcar Cabral, bénéficier de l'ingéniosité, même de l'ingénierie en termes de pensée savante de ce monsieur-là pour savoir qu'il avait une longueur d'avance sur son époque. Et le seul regret qu'on a, c'est que il n'a pas vu le travail pour lequel il s'est battu pendant longtemps parce qu'il aura voulu effectivement voir comment la Guinée-Bissau accède à l'indépendance, comment le Cap-Vert accède à l'indépendance. Comme je vous l'ai rappelé tantôt, il décède le 20 janvier 1973 sous le coup des balles et le Cap-Vert, son autre pays, accède 2 ans plus tard à cette indépendance-là. Mais il faut quand même le dire, aujourd'hui ces deux pays-là reconnaissent Amilcar Cabral comme étant le père des indépendances. Et je crois que c'est inédit dans l'histoire ou même dans l'historiographie du panafricanisme et même des luttes nationalistes sur le continent que quelqu'un, soit un homme, une seule figure, soit le père de l'indépendance de deux pays. C'est-à-dire que quand vous allez au Cap-Vert, c'est Amilcar Cabral qui est considéré comme le père de l'indépendance de ce côté-là. Quand vous allez en Guinée-Bissau, c'est Amilcar Cabral qui est considéré comme le père de l'indépendance de ce côté-là. J'ai eu la chance de visiter récemment la Guinée-Bissau et j'ai été heureux de constater qu'il y a toute une université, Amilcar Cabral, de ce côté-là, qu'il y a toute une stèle, pas loin de l'aéroport, qui a été érigée pour la figure, pour la mémoire d'Amilcar Cabral. J'ai été heureux qu'il y a tout un grand boulevard juste en face du palais présidentiel qui a été bâti en l'honneur et baptisé en l'honneur d'Amilcar Cabral. Ce sont des faits de mémoire qui doivent être valorisés, qui doivent être diffusés pour pérenniser la mémoire collective contemporaine. Parce que vous savez très bien, comme on le dit, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Il faudrait que les futures générations sachent d'où elles viennent et qu'elles sachent surtout qu'il y a eu des combattants qui, forts parfois de leurs privilèges, se sont battus pour la liberté, pour la dignité de nos peuples-là. Et je profite pour saluer ces peuples-là, les peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, qui aujourd'hui, par de nombreuses initiatives, essayent de travailler à la pérennisation de la mémoire d'Amilcar Cabral. Il y a des mouvements rap aujourd'hui au Cap-Vert qui sont initiés par des jeunes là-bas en l'honneur d'Amilcar Cabral. Il y a de nombreux mouvements
en Guinée-Bissau, des mouvements politiques qui sont initiés en l'honneur d'Amilcar Cabral. C'est tout à leur honneur parce que l'Afrique n'a pas besoin d'oublier sa mémoire, parce que c'est grâce à cette mémoire-là que nous nourrirons la sève de la volonté et de l'engagement futur pour continuer à parachever le processus de nos indépendances. Parce que les indépendances actuelles sont, comme vous le savez, fantoches. Il faut donc les parachever en prenant le sens de la lutte là où les pères du panafricanisme, les pères du nationalisme les ont laissés. Merci à vous, Dr David Eboutou, d'avoir pris part à ce programme de Visage d'Afrique sur For You Media Africa. Avez-vous peut-être un mot à dire aux téléspectateurs avant la clôture? Je suis heureux d'avoir pris part à cette émission, chère madame. C'est toujours un plaisir de discuter avec la communauté des téléspectateurs qui voudraient connaître sur beaucoup de choses sur notre histoire. Parce que comme vous le savez, il n'y a pas de peuple qui puisse se forger un avenir sans connaître son histoire. Et il me semble que ceux qui ont fait notre histoire, ce sont quelques figures qui, par la lutte acharnée, par le sens de leur vision, ont pu baliser la voie pour que nous ayons le peu de liberté, le peu de dignité que nous avons aujourd'hui. Et donc, le fait aujourd'hui d'exhumer une figure essentielle dans notre mémoire collective comme Amilcar Cabral me fait plaisir dans le sens où, effectivement, je suis convaincu qu'il n'y a pas de repère sans identité, sans valeur. Il faudrait donc de temps en temps rappeler aux mémoires, aux générations qui viennent, qu'on peut s'identifier à telle figure parce qu'il aura posé tel acte et tel acte. Et c'est du devoir des historiens, je suis historien de formation, c'est du devoir des historiens de travailler justement à aller exhumer les valeurs. On parle de côté axiologique de ces gens-là pour que, effectivement, la jeune génération militante, la jeune génération des panafricanistes s'en inspire et porte très haut l'idéal panafricain, parce que l'idéal du panafricanisme, au-delà de tout, c'est l'intégration africaine. C'est la question des États-Unis d'Afrique, c'est la question des solidarités et des dynamiques africaines qui feront qu'il viendrait certainement un jour où l'Afrique pourrait parler en un seul bloc, pas de manière éparse comme on le voit aujourd'hui. Et des figures comme Amilcar Cabral ont commencé à envoyer quelques jets dans le sens de nous rappeler que sans l'union, sans l'unité, sans l'intégration, l'Afrique est vouée à être toujours à l'arrière, à être toujours la risée du monde. Et c'est pour cela qu'il me plaît de venir parler, de venir ressusciter l'histoire des grandes figures du panafricanisme, parce que celles-ci inspirent, celles-ci montent la voie et celles-ci sont pour nous des véritables lumières. Comme je l'ai rappelé, Amilcar Cabral, c'est la figure qui incarne le mieux l'histoire du panafricanisme dans le bloc colonial portugais, et il me semble que dans le bloc colonial portugais aujourd'hui, on a besoin de mettre dans les cimes des figures comme Amilcar Cabral pour parachever le processus de nos indépendances qui sont aujourd'hui encore contrôlées de l'extérieur, avec des questions comme la monnaie, avec des questions comme un certain nombre d'institutions qui sont encore tiraillées et financées par l'extérieur. Toutes ces questions-là peuvent être parachevées à partir de l'inspiration que nous pouvons avoir des figures pionnières du panafricanisme comme Amilcar Cabral. Je vous remercie. Amilcar Cabral, quel grand homme! Eh bien, pour ce numéro, nous étions accompagnés du Dr David Eboutou et c'est un réel plaisir pour nous d'échanger sur cet homme, sur cette figure panafricaine. Mesdames, Messieurs, Visage d'Afrique, c'est avec vous, ça se poursuit. Alors ne manquez surtout pas notre prochain programme avec vous sur For You Media Africa, votre télévision panafricaine.